Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle émission Kaboom. Aujourd'hui, l'émission des jeunes de 7 à 77 ans. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler du Lombard, car c'est un jour un petit peu particulier pour eux. Ils fêtent leur 77e anniversaire, donc tout simplement, joyeux anniversaire, le Lombard. Allez, on commence avec un peu d'histoire. C'est donc le 26 septembre 1946 que sort le premier numéro du journal Tintin et marque ainsi les débuts des éditions du Lombard. Le premier jalon, c'est Hergé, qui arrive à la demande de Raymond Leblanc en 1946 et qui a l'idée de venir faire appel à d'autres talents que le sien, comme Edgar P. Jacobs, Paul Cuvelier ou Jacques Laudy au début. Et c'était un grand rassembleur au fond de talents et qui a fait émerger des personnages hyper célèbres, de Blake et Mortimer, Michel Vaillant, en passant par Alix. C'est dans le numéro de Pâques du 3 avril 1947, dans la rubrique du courrier des lecteurs, qu'apparaîtra pour la première fois le célèbre slogan pour les jeunes de 7 à 77 ans. C'est Carole Van Millegem, rédacteur en chef de l'édition néerlandophone du journal, qui l'a imaginé. Il deviendra le slogan officiel du journal en octobre 1950. Un mois plus tard, le Lombard sort ses premiers albums. Personne à l'époque ne peut imaginer que l'album deviendra l'activité éditoriale principale de la maison, tant le journal est un succès. Septembre 1958, les éditions du Lombard déménagent de la rue du Lombard, d'où elles tiennent leur nom, vers un nouveau bâtiment coiffé de la célèbre enseigne à l'effigie du célèbre reporter. Haute de 5 mètres et pesant 3750 kg, elle a été fabriquée à Cologne sur le modèle de celle qui surmontait les usines Mercedes-Benz à Stuttgart. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de concurrents. Il y avait deux grands magazines BD pour la jeunesse en BD, même si c'était lu aussi par les adultes, Spirou et Tintin. C'était vraiment les deux rivaux. Les deux avaient beaucoup de succès. Il y avait parfois des transferts d'auteurs, parfois très compliqués. Franquin, un jour qu'il était un petit peu en rupture avec Dupuis, est venu créer Modeste et Pompon dans Tintin. Ça, c'était vraiment un deuil à vivre aussi pour Spirou. C'était parfois très tendu, parfois des coups bas. Et parfois aussi des rédacteurs en chef qui transcendaient tout ça, qui disaient pourquoi pas, au fond, on est tous les deux incontournables, pourquoi pas faire une collaboration par moment. Alors il y a un journal, un jour, le 1er avril, où Tintin et Spirou avaient inversé leur couverture. Et donc ça pouvait aller là aussi dans la complicité parfois. Ces deux univers sont incroyablement pour moi en miroir, parce que certes, on voit tout de suite la différence aujourd'hui entre Spirou et Tintin de la grande époque. C'est vraiment une époque où ils se vendaient comme des petits pains. Il faut se dire que Tintin, en 10 ans, est arrivé à 500 000 exemplaires par semaine. C'est complètement fou. Ces deux magazines, en fait, étaient vraiment une formidable fourmilière de talents et se regardaient l'un l'autre en se disant « je veux être dans le meilleur, donc si je veux être dans le meilleur, il faut que je sois le meilleur ». Et chacun, en fait, en tirait le sel pour se dépasser, pour être au top de ce qu'il pouvait faire. Et ça a donné un âge d'or incroyable. La deuxième époque très marquante, c'était celle de la modernité, celle des années 70, et celle de Michel Gregg, rédacteur en chef. Lui était un scénariste à succès, créateur de Comanche, Bernard Prince, Achille Talon, créateur de beaucoup de séries et bandes dessinées marquantes. Il était en plus un très bon rédac-chef. Et c'est lui qui a tout à coup apporté une forme de sang neuf qui a un peu fait bouger les codes. C'est l'époque où on a vu apparaître dans Tintin Herman, mais Cosset, Andreas. On a aussi publié Hugo Pratt dans Tintin. Il y a eu tout à coup une espèce de nouvelle époque où on s'inspire un peu plus de l'ère du temps. Et ça, c'était le sang neuf apporté par Gregg. Je dirais qu'ensuite, il y a peut-être une période un petit peu sombre, celle de l'arrêt du journal, où tout à coup, le Lombard perdait son fer de lance. Novembre 1988. Après 42 ans, le journal Tintin s'arrête. Enfin, pas tout à fait, car son pendant flamand Cueillefieux continuera lui jusqu'en 1993. Le Lombard a rebondi en faisant un magazine qui s'appelait Hello BD. On devine déjà avec le nom, ça n'avait pas une très grande promesse d'avenir. Et effectivement, la magie avait été rompue. C'était Tintin ou rien en magazine. C'était le début d'une époque plus difficile, où peut-être que le Lombard a peiné un peu à se renouveler. Et au fond, a survécu à l'époque grâce à la loyauté de certains auteurs qui n'ont jamais quitté la maison, qui même dans les moments difficiles sont restés, des auteurs comme Tibet du Château, qui faisait Ricochet, ou Rosinski et Vanham, qui faisait Torgal, qui commence à devenir un grand succès. Et ça a permis à la maison de perdurer et d'un petit peu renaître, notamment avec l'arrivée de Yves Sand, qui a recréé des collections, qui a recréé des séries jeunesse à succès. Et ça a été vraiment la dernière période où on arrive maintenant, celle où on tente à la fois de se moderniser sans perdre nos racines. C'est ce moment un peu du 5e époque qu'on va vivre maintenant dans les 77 ans à venir. Tourné vers l'avenir, le Lombard n'en oublie pas ses origines, comme en atteste la création en 2006 de la Fondation Raymond Leblanc,
qui participe depuis à l'émergence de nouveaux talents de la bande dessinée. Nous voici donc en 2023, et pour fêter dignement ses 77 ans, le Lombard a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Une grande exposition rétrospective, un numéro spécial du journal Le Soir entièrement illustré par des dessinateurs maison et la renaissance pour un numéro unique du journal Tintin. L'expo du CBBD, c'est une grande exposition qui va durer 1 an, qui retrace toute l'histoire du Lombard, pour le coup qui va au-delà du journal Tintin. Donc c'est 77 ans d'histoire, avec aussi les séries plus récentes qui ont émergé dans la maison. Pour moi, le Lombard, c'est la maison d'édition familiale par excellence. On a dans ce catalogue tous les âges. Et donc, si on veut trouver un moyen de dire que c'est l'éditeur de la famille, il faut que le titre le dise et il faut que le lieu le dise aussi. D'où l'idée du showroom. C'est une exposition où à la fois la bande dessinée est très peu présente visuellement, il n'y a pas tellement d'agrandissement, il n'y a pas de kakémono, on a respecté les codes de ce choix de faire un showroom. Donc, tout est caché, les planches originales sont derrière des armoires, etc. Mais il y a du graphisme partout, il y a du signal partout graphique. Un commissariat d'expo, c'est comme raconter une histoire. Quel est le parcours qu'on fait faire aux visiteuses et aux visiteurs? Ici, le parcours, c'est précisément le choix du showroom, donc de dire on va recréer des univers qui sont des univers de vie, sont ceux où on lit des bandes dessinées normalement, la chambre, le bureau, on lit moins souvent dans la cuisine, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, on recrée chaque fois les pièces. Et à partir de ces pièces, je suis venu agréger les contenus en me disant, ben voilà, c'est ça que je veux montrer. Et donc, chaque pièce va accueillir comme ça plusieurs séries, plusieurs personnages, plusieurs univers qui ne sont pas forcément de la même époque, d'où les lignes qu'il y a au sol, qui sont les lignes du temps, qui nous montrent comment chacun se place dans cette histoire du Lombard. Mais le lien entre eux, c'est la thématique de l'endroit, c'est le lieu de vie qu'on a voulu recréer. Alors un autre partenaire important pour nous dans ce cadre, ça a été le journal Le Soir, qui a toujours eu un rapport très riche avec la bande dessinée. Nous avions quelque part aussi un lien historique avec Tintin et avec ce journal, puisque les 7 boules de cristal, le Temple du Soleil, avait débuté dans Le Soir pendant la guerre, à la fin de la guerre, a été interrompu à la Libération. Et puis pendant 2 ans, tout le monde a attendu la suite, et la suite est venue dans un nouveau journal qui s'appelait le journal Tintin. Tu peux faire le pipi gâteau aussi quand on fait tous les bazars et tout. 7 auteurs et autrices sont présents dans la rédaction aujourd'hui pour illustrer tout le journal. Comme les nouvelles tombent au fur et à mesure de la journée à grande vitesse, il est impossible bien sûr d'illustrer toutes les nouvelles du jour sur le site. Dans la version papier du journal qui sera en kiosque demain, là ce sera un numéro collector où tout est dessiné par ces 7 auteurs et autrices. On est censé remplacer toutes les photos des articles par des dessins. Ce matin, on a eu une réunion éditoriale où ils préparent tous les sujets qui vont passer dans les différents médias du journal. Et ensuite, on nous donne en fait les sujets qu'on va devoir illustrer. Évidemment, les policiers n'ont pas apprécié. Et depuis, il y a toute une polémique qui pourrait peut-être conduire à sa démission. Mais donc, c'est ce qu'on appelle le Pipigate. Et alors, le dernier, c'est le fait qu'on va pouvoir en Belgique être inhumé avec son chien. Voilà. Donc, il reste la canicule et les surbonus. Le format du dessin, c'est quoi? Il y a plusieurs échéances au cours de la journée, donc il y a aussi des contraintes de temps. Et il faut jongler avec ça, avec l'inspiration, avec l'actualité, qu'on ne choisit pas évidemment. Et c'est assez stimulant comme exercice. Dans le dessin de presse, c'est l'idée qui a plus de valeur que la qualité du dessin. Il faut que ce soit super lisible, il faut que ce soit évidemment joli, mais ce qui compte vraiment, c'est le fond. Il me semble qu'un bon dessin, c'est un dessin où tu as quelque chose à dire. Et si c'est un point de vue qui n'a pas déjà été entendu 400 fois, c'est mieux. Ce qui est rigolo, c'est de voir qu'en fait, des dessinateurs de BD dont c'est pas l'activité première ou quoi, s'en sortent finalement extrêmement bien. Et donc les dos du fond là. C'était pas le moment pour te rendre compte. C'est le genre de choses que j'aime bien, parce que j'ai fait beaucoup de dessins de publicité et tout ça, donc faire des petits bonshommes très très vite, j'ai toujours bien aimé ça. Bon, là j'ai pris justement que maintenant on peut se faire inhumer avec son chien, donc j'ai fait un joli dessin. C'est peut-être le dernier dessin que je ferai au Lombard d'ailleurs. Il y en aura peut-être plus après. L'arrêt de journal Tintin, ça a été vraiment un petit deuil de jeunesse, quelque chose qui m'a vraiment assez fort marqué.
crois que depuis que je suis au Lombard, depuis 20 ans, j'ai cette espèce d'envie inconsciente ou pas de refaire Joël Tintin. Cela dit, Tintin, c'est plus à nous. Le nom Joël Tintin appartient à Moulinsart, qui avait récupéré ses droits à l'époque, et donc on n'est évidemment pas libre de cela. Il a fallu alors qu'il y ait une vraie rencontre avec Moulinsart et Nick Rodwell et qu'il nous fasse confiance. On s'est inspiré de ce qui s'appelait les spéciales Tintin. Il y avait tous les trimestres un numéro spécial avec que des histoires courtes. Donc ce qu'on a demandé en fait, c'est d'abord aux auteurs de l'époque de revenir et d'incarner leurs personnages à eux. Et puis ensuite, ça a été les auteurs du Lombard actuel. Et on leur a demandé à chacun, à chacune, si d'abord ça les inspirait, de faire une histoire courte. Et on s'est aperçu là qu'en fait, toutes les générations avaient été marquées plus ou moins par au moins un personnage. J'ai choisi Modeste et Pompon parce que c'est une série d'André Franquin, qui est un auteur que j'adore, que j'admire énormément, que j'ai beaucoup lu, et je connaissais très bien Modeste et Pompon. Et pour moi, en fait, c'était l'occasion de pouvoir faire un hommage à un de mes auteurs préférés. J'ai choisi tout de suite ma série préférée en disant je veux faire Simon du Fleuve. J'ai adoré ça, je veux dire, c'était formidable. À l'époque, en tout cas, c'était la toute première BD, un peu de SF, mais très réaliste. Ce qu'on appellerait aujourd'hui le post-apocalyptique, comme ça un peu. Ça n'existait pas du tout à l'époque. Et ça m'a tellement marqué quand j'étais gosse que ça me plaisait vraiment de refaire une fin alternative en fait à l'album que j'adorais. Aujourd'hui, bon, on m'a catalogué dans la case, moi je suis la dessinatrice féministe. Bon, je pense que je fais un peu d'autres trucs, mais oui, entre autres. Julie Claire-Cécile, j'ai eu envie de les confronter avec ce que c'est que la représentation politiquement correcte de la femme aujourd'hui et de voir à quel point ça cognait. J'avais envie de travailler sur Modeste et Pompon. C'était un des personnages de Franquin que j'aimais beaucoup. Comme il y a régulièrement du porte-à-porte dans l'univers de Modeste et Pompon, je me suis dit, j'ai un personnage qui fait du porte-à-porte, qui est mon assureur. Donc comment ça se passe dans un univers où la moindre petit truc devient un problème? Il va aller voir plusieurs de ces personnages pour essayer de leur vendre une assurance. En disant, mais comment je peux assurer Bernard Prince? Comment je peux assurer Torgal? Comment je peux assurer là, Modeste et Pompon ou Ricochet? J'ai eu la grande chance qu'il me propose de travailler sur Bob et Bobette. Peut-être qu'il savait déjà que c'était une de mes séries préférées d'enfance, voire ma préférée. Et quand j'ai entendu que je pouvais faire une histoire de Bob et Bobette, j'ai sauté sur l'occasion, j'étais trop contente. Donc je me suis énormément amusée. Enfin, vraiment, c'était une des plus chouettes commandes de cette année, quoi. J'étais trop contente. Ouais. Quelque chose qu'on s'est un peu imposé depuis 5 ans et qui porte vraiment ses fruits aujourd'hui, c'est une réponse à la surproduction, qui est vraiment l'aspect le plus compliqué du marché de la bande dessinée aujourd'hui. C'est qu'il y a l'équivalent de 10 nouveautés qui sortent par jour, ce qui devient ingérable pour les libraires, impossible à suivre pour les lecteurs, et qui est très difficile pour les auteurs, parce que parfois ils travaillent 1 an, 2 ans sur un album qui peut disparaître des rayons en 3 jours. Nous, ce qu'on a décidé de faire il y a quelques années, c'est de réduire la production de manière très marquée. Donc on a réduit de 50% notre production, avec les mêmes moyens, les mêmes équipes, et donc ce qui impose de faire des choix plus difficiles, plus cruciaux. On tente moins notre chance, on est vraiment convaincu par tous nos projets, sinon il ne faut pas les faire, mais on peut mieux les défendre. Et ça, c'est une règle mathématique. Quand on a 2 fois moins de titres, on les défend 2 fois mieux. J'ai envie de dire, ne changeons rien, parce que ça change, et c'est chouette, et de pouvoir garder un pied dans la tradition et un pied dans la nouveauté. J'ai l'impression que c'est ce que fait le Lombard, et ouais, surtout ne change rien, quoi. Pas seulement au Lombard, moi j'ai envie de souhaiter à la bande dessinée franco-belge de continuer de briller et d'exister. Notre bande dessinée a sa place dans le monde d'aujourd'hui, dans la modernité d'aujourd'hui, dans les thématiques d'aujourd'hui, et même dans les changements qui sont des changements de paradigme, d'écran et autres. Et je pense vraiment que le Lombard, comme les autres maisons d'édition qui ont ce passé à porter, elles sont là aussi pour écrire l'avenir, mais en ayant les 2 pieds sur le passé et enracinés dans ce qu'elles ont réussi à faire. Ce sont des gens qui adorent leur métier, qui adorent la bande dessinée, qui donnent leur chance aussi à des jeunes auteurs dont j'ai fait partie. Et ça, je trouve ça génial de mettre au service de prise de risque l'expérience qu'ils ont. En fait, j'ai envie de voir où tout ça va les mener, mais j'ai vraiment confiance et je suis très fière de faire partie de cette maison d'édition. Encore vous, l'émission se termine, donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vais continuer ma lecture. Maintenant que vous allez me laisser enfin tranquille, parce que ce numéro m'a tout l'air d'être explosif.